à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Jeux 7 et Podcast, soyez les bienvenus à Roland-Garros. Nous sommes au 3e jour de ce tournoi des qualifs et la pluie est venue quelque peu gâcher la fête en ce mercredi après-midi. Je profite donc de cette interruption de quelques heures pour enregistrer ce numéro parce que nos deux joueurs belges, Sofia Kostoulas et Kimmer Coppejans, étaient eux sur les cours avant que la pluie ne vienne perturber la programmation. Ils ont malheureusement tous les deux perdu leur deuxième tour des qualifs. Et puis, comme le veut la coutume, eh bien dans ce podcast, j'aurai une invitée, Isaline Bonaventure, la désormais ex-joueuse, a intégré récemment le staff de Julie Belgraveur, joueuse franco-néerlandaise de 22 ans, qui s'est fait remarquer ces dernières semaines sur le circuit. Je vous en dirai plus dans ce numéro. Merci beaucoup d'être à l'écoute. La météo a des allures belges ce mercredi, mais elle n'a malheureusement pas porté chance à nos deux joueurs belges en piste pour disputer leur deuxième tour des qualifs. Premier à monter sur le court vers 10h ce mercredi matin, Kimmer Coppejans était opposé au Danois Elmer Moller, 108e mondial. L'Ostendais s'est incliné en 3-7, 4-6, 6-1, 6-2, après avoir pourtant remporté la première manche de très belle manière. Mais le jeune Danois de 22 ans, au style de jeu improbable, a lâché les chevaux dans les deux manches suivantes. Écoutez l'analyse que fait Kimmer Coppejans de cette rencontre. Je pense que dans le premier set, c'était un bon set. Mon plan de jeu était bon. J'ai eu des occasions pour le breaker quelques fois. J'ai pu le faire 3 fois ou 2 fois. Et ouais, j'ai fait un bon set. Puis dans le deuxième, je commence un peu avec moins d'énergie. Et je pense que lui, il a tenu son niveau du premier set, même augmenté un peu son niveau. Mais c'était surtout quand il menait un break, 2 breaks, qui commençait à encore mieux jouer. C'est un peu normal si t'es 2 breaks d'avant, que tu te relâches un peu, tu joues tranquillement. Et chez lui, quand il se relâche, il a beaucoup de force. Il fait beaucoup de winners. Alors c'était dur pour moi de revenir dans le deuxième set. Puis dans le troisième, je me suis bien remis avec beaucoup d'énergie. Je tenais bien jusque 2-2. Il termine très bien le match. Il a été là chercher. Après mon match, je ne me sentais pas à 100%, j'avais un peu mal à la tête, mal à la gorge. Hier, c'était le moins bon journée. Et ça allait un peu mieux. Je ne sais pas si le coup de mou aujourd'hui, c'était à cause de ça ou juste que j'étais peut-être pas assez prêt. Finalement, il a très bien joué. Je pense que je suis content de mon niveau de jeu, surtout dans le premier et dans le troisième set. Mais dans le troisième, il a été meilleur que moi, tout simplement. Et à 31 ans, Kimmer Coppejans participait pour la 9e fois à Roland-Garros. Et un peu plus tard dans la matinée, c'est Sofia Kostoulas qui a été sortie des qualifs de manière bien cruelle. Une défaite 11-9 au super tie-break du 3e set. Sofia, 20 ans, 211e mondiale, était opposée à la Serbe Lola Radivojevic, 185e. Après avoir perdu sèchement le premier set 6-1, la Limbourgeoise s'est très bien relancée dans le match en allant chercher la deuxième manche 6-3 avant de batailler durant un long 3e set qui aura été très serré jusqu'au bout. Sofia s'est procuré 2 balles de match à 5-4 mais n'a pas réussi à les concrétiser. Elle a ensuite été poussée au tie-break en 10 points où elle a sauvé 5 balles de match pour égaliser à 9-9. On croyait alors que le plus dur était fait, qu'elle allait parvenir à trouver les ressources pour plier la rencontre, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. La Serbe s'est imposée 11-9 dans ce super tie-break. La déception était évidemment immense pour Sofia Kostoulas, en larmes à la sortie du terrain, elle qui rêvait de se qualifier pour son premier Roland-Garros. On l'écoute. Super triste, c'est vraiment dommage que je dois perdre un match comme ça. Je suis contente que je me suis battue et que je suis rentrée dans le match. Comme le premier set, c'était pas du tout facile. Et à la fin, c'est dommage que ça passe pas à mon côté.
Et il y a ces conditions difficiles aussi, hein, avec la pluie qui s'en est mêlée. Ça glissait un peu, les balles sont devenues un peu plus lourdes. Ça t'a embêté ça aussi en fin de match? Oui, c'était très dur pour moi, mais comme je ne suis pas la plus grande, donc c'est dur de mettre quelque chose dans les balles quand c'est des conditions aussi lourdes. J'avais l'impression que c'était un petit peu plus facile pour elle, et pour moi je sentais à la fin que c'était dur de vraiment trouver de la longueur et de la trajectoire dans mes coups. Donc ouais, c'était pas du tout facile de jouer comme ça. Je crois qu'on a joué les 2 dernières sets dans la pluie tout le temps. Je savais pas que c'était comme ça, mais bon, c'est comme ça. Ils auraient dû arrêter le match selon toi? Ouais, honnêtement, si je joue comme ça dans un ETF, je sais pas si je joue encore, parce que c'était quand même très glissant, surtout à la fin, et beaucoup de pluie. Je suis complètement trempée, mes chaussures, mais c'est pas un match de foot, c'est un match de tennis. L'équipement c'est pas fait pour ça. Les balles, elles étaient mouillées, moi je suis mouillée, donc ouais, pas facile, mais c'est pour les deux, donc c'est pas du tout une excuse. Mais ouais, conditions très particulières ici. C'est très dur à encaisser une défaite comme ça, mais je vais essayer de revenir encore plus forte. Courage Sofia, et bravo quand même d'avoir sauvé toutes ces balles de match et d'être revenue et d'avoir tout donné sur ce terrain. Merci. Merci d'être venue, Sofia. Et comme je vous le disais en sommaire, l'invité de mon podcast aujourd'hui est Isaline Bonaventure. Je l'ai croisée dans les allées de Roland-Garros lundi. L'occasion de lui demander de nous parler de sa nouvelle activité de coach sur le circuit féminin, où elle accompagne Marie Benoît, qui n'a malheureusement pas pu se qualifier pour ce tournoi des qualifs. Elle était à une petite place dehors, donc vraiment très cruel. Et Isaline travaille aussi avec Julie Belgraveur, joueuse franco-néerlandaise de 22 ans, qui s'est illustrée la semaine dernière au trophée Clarins, tournoi préparatoire à Roland-Garros, en atteignant les quarts de finale, alors qu'elle était invitée par les organisateurs parce qu'elle est classée au-delà de la 300e place. Dans ce tournoi, elle a sorti une joueuse du top 50 et la 111e joueuse mondiale. Elle a donc reçu une wildcard pour ce tournoi des qualifs de Roland-Garros. Alors Julie Belgraveur est la fille de Noël Van Lotum, 57e joueuse mondiale dans les années 90, et de Martin Belgraveur, ancien 216e mondial. Il y a donc des prédispositions à être talentueux sur un terrain de tennis dans la famille. Mais Isaline va nous raconter un petit peu son histoire. Je vous laisse en sa compagnie. Alors ça doit te faire bizarre, Isaline, de revenir ici en tant que coach. On va en parler tout de suite. Oui, c'est un contexte un petit peu différent. Je suis là comme coach et plus comme joueuse, donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est vrai. Ça reste la même atmosphère. T'as toujours aimé venir à Roland-Garros? Ça dépendait des années. Je dirais que le tournoi de Roland-Garros, c'était quand même une assez grande source de stress pour moi et de pression, mais c'est clair que je viens ici depuis que je suis toute petite, donc c'est génial de pouvoir revenir ici avec un peu moins de pression par contre. Oui, c'est vrai que pour les Belges, c'est particulier, parce qu'on est comme à la maison et donc tous les Belges disent la même chose généralement. Oui, on a tellement peu de tournois en Belgique et tellement peu d'occasions pour nos proches de venir nous voir qu'en général c'est le rendez-vous, il se fait ici et donc ouais, ça peut être vécu comme une pression supplémentaire. Alors raconte-nous un petit peu, tu es là, on sait que tu accompagnes Marie Benoît sur le circuit depuis quelques semaines, mais tu as également un autre projet, une autre joueuse que tu accompagnes qui s'appelle Julie Belgraveur, est-ce que je le prononce bien? Voilà, magnifique. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Oui, je ne sais pas si on peut appeler ça un projet parce que Julie, c'est un peu comme ma petite sœur. Donc sa maman, c'est Noël Van Lotum qui m'a entraînée pendant quelques années. J'ai habité chez eux, j'ai dormi dans un lit superposé avec Julie pendant 4 ans. Ah oui, quand même. Donc je l'ai vue grandir et voilà, on a grandi ensemble aux Pays-Bas. Elle était toute petite alors? Oui, elle avait 5 ans. Oui. Elle avait 5 ans, donc je l'ai vue grandir, évoluer petit à petit. Et maintenant, moi je suis retraitée et elle commence à faire ses débuts sur les plus grands tournois, à évoluer un peu au classement. Et en fait, ça s'est fait. J'ai déjà eu l'occasion de l'accompagner l'année dernière à Majorque parce que à ce moment-là, je jouais toujours, mais un peu à moitié. Donc j'ai été l'accompagner une semaine. Et en fait, elle s'est séparée de ses coachs il y a
a quelques semaines et elle m'a demandé si j'étais disponible. C'était pas prévu à la base parce que je m'occupais de Marie, mais j'ai demandé à Marie si elle était d'accord et comme je suis pas à temps plein avec Marie, elle a directement accepté que je combine les deux. Donc je l'ai accompagnée à Saint-Gaudens où elle s'est qualifiée, elle a fait un quart de finale notamment en battant Elsa Jacquemot et puis elle a eu une super opportunité, elle a eu une wildcard au 125 000 au Racing la semaine dernière et elle a fait 2 super matchs, elle a perdu en quart de finale. Incroyable. Donc voilà, j'ai pas du tout envie de me jeter des fleurs parce que c'est pas du tout moi qui ai travaillé avant avec elle, elle a eu d'autres coachs, elle a grandi avec d'autres coachs qui l'ont formée, moi j'ai juste débarqué un petit peu comme ça pour la dépanner il y a 2 semaines, mais ça se passe bien et là elle a une wildcard ici dans les qualifications de Roland-Garros, donc c'est génial. Oui, enfin bon, quand même tu peux t'en jeter quand même parce que bon, la semaine dernière tu étais avec elle et elle a fait un parcours incroyable, donc elle a sorti Lulu Sun, 46e joueuse mondiale. Il faut quand même rappeler que Julie Belgraver est 306e aujourd'hui c'est son meilleur classement en fait. Donc elle était 300, elle a fait un gros 360. Bond, elle était 360, elle a quand même fait la perf de sa vie et puis elle a enchaîné derrière avec un match complètement fou, près de 3 heures et qu'elle a gagné 7-6 pour un tout premier WTA 125, c'est incroyable. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ces premières semaines de coaching? Déjà essayer d'améliorer toutes les erreurs que moi j'ai pu faire et que j'ai pu vivre en tant que joueuse. Aujourd'hui je les vis avec un peu plus de recul et donc je pense que je peux aider mes joueuses, si je peux appeler ça mes joueuses, mais voilà, les filles dont je m'occupe, si je peux les aider un petit peu à leur apporter mon expérience. Et Julie, je la connais par cœur, donc je sais exactement ce dont elle a besoin à quel moment dans les matchs et ça aide beaucoup, elle compte beaucoup sur son staff pour avoir du soutien, pour avoir les infos. C'est une joueuse qui est plus jeune que Marie aussi et donc c'est une approche de coaching qui est complètement différente avec 2 personnalités différentes. Marie a besoin d'infos mais pas trop. Julie, elle a besoin qu'on l'encourage à tous les points, qu'on lui parle à tous les points, qu'on lui dise où elle doit servir et donc c'est clair qu'elle est peut-être un petit peu moins autonome qu'une joueuse comme Marie. Ah oui, donc tu dois vraiment être au taquet pendant tout le match. Oui, c'est un petit peu ce que moi j'attendais de mes coachs, donc j'essaye de reproduire un petit peu la même chose, mais c'est clair que c'est super chouette de coacher des filles avec des profils différents, avec des personnalités différentes, parce que j'apprends aussi énormément et je me rends compte à quel point ça peut être aussi stressant avec la casquette de coach, on s'en rend pas spécialement compte, mais de devoir canaliser ses émotions tout un match sans montrer aucune frustration quand notre joueuse rate une balle, etc. On doit être fort pendant 2 heures, parfois 2 heures et demie et c'est clair que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer, quoi. Oui, il y a quelqu'un qui me disait que c'était aussi fatigant mentalement qu'en étant joueur parce qu'on se vidait finalement psychologiquement et on était crevé après. Oui, je dirais que la charge mentale sur un match en tant que coach me prend peut-être plus de jus que quand j'étais joueuse, ça c'est sûr. Après, en dehors, c'est quand même un peu plus relax parce que au final, c'est la joueuse qui doit faire le boulot. Donc moi, je peux juste l'aider un maximum, mais j'ai pas ce stress que j'avais avant de monter sur le terrain ou les nuits qui précédaient mes matchs, etc. avec le regard des gens. Là, c'est la joueuse qui fait le boulot et moi, je dois juste l'aider un maximum pour qu'elle puisse performer. Alors, Julie Belgraver, on va juste rappeler, elle est franco-néerlandaise en fait. Elle a opté pour la nationalité française pour une raison? Non, donc en fait, elle a une mamie qui est française. Okay. Sa maman aussi avait la double nationalité. Elle a joué pour la France aussi en Fed Cup, etc. Et donc à un certain moment, elle a dû faire un choix et on va pas se mentir. Pour une carrière tennistique, je sais pas si c'est son choix, mais pour une carrière tennistique, c'est clair que quand tu es française, il y a énormément de tournois, il y a des possibilités de wildcard, on le voit aussi à l'heure d'aujourd'hui. Et je dirais que peut-être pour Julie, ça a joué et elle est hyper fière d'être française. Elle a habité aussi 5 ans
à Paris, même si à l'heure actuelle elle habite aux Pays-Bas parce qu'elle y a grandi, qu'elle a tous ses amis et que voilà, il y avait des opportunités de coaching là-bas. Mais c'est sûr qu'en tant que Française, on dit jamais non au wildcard qu'on peut recevoir. Par contre, on aurait peut-être envie de dire non à Roland-Garros de temps en temps, non, parce que ça doit être chaud d'être Français à Roland-Garros. Oui, c'est clair que cette pression, ces discussions des wildcards, ça fait quelques mois à chaque fois, quelques mois avant Roland-Garros, toutes les Françaises commencent à en parler et on se rend compte qu'elles commencent un petit peu toutes à stresser quelques mois avant et à en parler, à faire des pronos et au final, la seule chose qu'elles peuvent contrôler, c'est les résultats et le reste, ça reste une décision de la Fédé et donc moi je l'ai vécu là en tant que coach. On attendait si elle allait avoir la wildcard. Ces bons résultats ont aidé mais en tout cas à Saint-Gaudens parce que la décision a été prise après. Ouais. Mais moi je trouve ça génial. Elles ont un soutien incroyable. Elles reçoivent énormément de messages. Il y a beaucoup de supporters et je pense que c'est encore plus que nous les Belges quand on joue à Roland-Garros. Ouais, il faut savoir gérer ça aussi, hein. Oui, elle avait eu une wildcard déjà en 2021. Elle avait d'ailleurs joué contre Marie Benoît, c'est assez marrant. Incroyable. C'était pendant le Covid et donc il n'y avait pas de public. C'était le soir, elle était seule. Mais je pense que Julie aime bien jouer avec du public, elle aime bien ce soutien et j'espère que ça va pouvoir la porter aujourd'hui et pas la tétaniser comme moi ça a pu déjà être le cas. Et comment tu la prépares à ça? Est-ce qu'elle joue cool? Est-ce qu'elle justement elle ne se met pas de pression malgré le public qui risque indéniablement d'être présent et derrière? Oui, on en discute. Moi, j'essaye de lui faire part de mon expérience et de lui dire surtout que peu importe son résultat, la seule chose qu'on attend d'elle, c'est qu'elle se donne à fond, qu'elle ait une bonne attitude et qu'elle ait les bonnes intentions pendant son match et le reste, elle ne peut pas trop le contrôler. Donc j'ai envie qu'elle se concentre uniquement sur les choses qu'elle peut contrôler. Et nous, on est là, on est fiers d'elle quoi qu'il arrive et ça c'est important de lui rappeler parce qu'on a sans cesse l'impression d'être jugé en fonction de nos résultats alors que un match perdu, un match gagné, ça ne change pas du tout la personne qu'on est. Donc voilà, avec du recul, c'est un peu plus facile de le voir. Oui. Et tu as croisé un peu des supporters, des joueurs depuis que tu es arrivé à Paris? On va dire que j'ai pas énormément de potes sur le circuit, donc c'est clair qu'il y a quelques joueuses qui sont surprises de me voir ici. Il y en a même quelques-unes qui n'étaient pas au courant que j'avais arrêté. Ah bon? Donc elles m'ont demandé tu joues quand? Non, ça quand même pas parce que je les avais déjà vues avant, mais ouais, il y en a 2 ou 3 qui étaient étonnés de me voir sur le court en tant que coach et c'est sûr que c'est sympa d'être de retour, de revivre cette ambiance d'une autre manière. La dernière question, est-ce que tu peux revenir nous expliquer comment ça se passe parce que tu disais Marie est une dehors. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens qui ne comprennent pas exactement ce que ça signifie? Donc ça veut dire qu'elle doit espérer le forfait. Jusqu'à hier c'était de 2 joueuses. Entre temps il y en a une qui a déclaré forfait. Donc elle peut encore jusqu'à demain, mardi, espérer le forfait d'une joueuse pour entrer dans le tableau des qualifs. Oui, donc en fait il y a une liste qui est établie. Il y a un tableau qui est sorti et Marie, donc la dernière joueuse à avoir été acceptée dans les qualifications, elle était 230e mondiale et Marie 231e. Donc c'est méga frustrant, ça fait très mal, mais donc en fait il faut qu'une joueuse se blesse ou déclare forfait, une joueuse des qualifications, parce que maintenant comme les qualifications ont déjà commencé, si une joueuse du tableau final se retire, c'est une lucky loser, donc la personne qui perd au dernier tour des qualifs, qui prendra la place d'une fille dans le tableau. Donc voilà, on espère jusqu'au dernier match que quelqu'un va se retirer, même si pour être très honnête, avec les montants qu'il y a au premier tour des qualifs, il y a 21 000 €. Je pense que la fille qui a une petite gêne à l'épaule, elle va s'arracher et elle va aller chercher son prize money quoi qu'il arrive. C'est triste à dire, mais tout le monde le ferait. Voilà, tu as 4 opportunités sur l'année pour gagner un peu ta vie. Mais il n'y a pas une règle justement par rapport à ça? C'est plus ferme maintenant? Il n'y a pas une règle? Oui, on juge que si tu n'es pas apte à jouer et à te battre et à jouer un match complet, on peut te mettre une amende et donc te retirer du prize money. Après, c'est clair que la fille qui se fait les ligaments et qui ne peut pas mettre un pied devant l'autre, elle ne montera pas du tout sur le terrain. Mais si tu as une petite gêne, si tu es un peu malade, je pense que tu te forces, peut-être pas dans le tableau parce que il y a beaucoup
beaucoup de filles qui n'ont peut-être pas besoin de cet argent-là, mais en tout cas dans les qualifications, les filles qui galèrent toute l'année, d'être ici et de gagner 21 000 €, même en perdant au premier tour, c'est une opportunité incroyable et ça te permet de souffler un peu pour la suite de ta saison. Et moi j'ai quand même une question piège. Tu fais quoi si Marie Benoît doit jouer contre Julie Belgraveur dans une circonstance complètement dingue? Tu fais quoi? Je vais pas du tout voir le match. Ah ouais. Je vais pas voir le match parce que je l'ai déjà vécu avant avec mon ancienne coach et au moindre petit regard tu vas analyser si elle est pour ton adversaire ou pour toi et donc je vais être complètement neutre et voilà, les attendre quand elles seront au décrassage et aller avec elles à l'échauffement et voilà, elles devront jouer leur match mais bon, la question ne se pose pas encore. Pour l'instant. Merci beaucoup Isaline pour tes éclairages. Merci d'avoir été en ma compagnie et j'espère de tout cœur que tu resteras longtemps et que Julie créera l'exploit de se qualifier parce qu'elle est wildcard, je le rappelle. Oui, elle a été invitée par le tournoi. Voilà, donc elle n'a aucune pression. Non, c'est que du bonus. Elle n'est pas favorite aujourd'hui sur papier. Maintenant, on sait qu'elle est capable de jouer des très grands matchs et de battre des très grandes joueuses. Donc on va voir comment elle va gérer la pression aussi. Je sais qu'elle était assez fatiguée suite aux 2 dernières semaines. Elle n'a pas eu beaucoup de repos. Donc on va voir comment elle va gérer son match aujourd'hui. Merci infiniment Isaline et bon Roland Garros à toi. Merci, c'est gentil. Et Julie Belgraveur a malheureusement perdu ce mercredi après-midi face à Anastasia Sobolieva 6-3, 6-4. Elle avait franchi le premier tour mardi mais s'est inclinée sur le court Suzanne Lenglen ce mercredi. Je précise aussi qu'entre-temps Marie Benoît a appris la mauvaise nouvelle qu'elle n'était pas reprise dans le tableau des qualifs pour une toute petite place comme on vous l'expliquait. Aussi très cruelle comme issue. Et c'est ici que je boucle ce Jeu C'était Podcast. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve demain avec un invité exceptionnel à mon micro puisque Wim Fissette, le coach d'Iga Swiatek, a accepté mon invitation. Restez bien connectés pour ne rien manquer de tout ce qui se passe ici à Roland-Garros via mes réseaux sociaux TikTok, Facebook, Instagram. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous laisse en compagnie de l'ambiance qu'il règne dans le cours Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen puisqu'il pleut, donc tout le public est réuni là-bas. Il y a pas mal d'entraînements qui ont lieu, il y a pas mal de grandes figures qui sont arrivées pour s'entraîner et donc les spectateurs peuvent vraiment se réjouir de les voir tous à l'œuvre, même à l'entraînement, ça reste un beau spectacle. Je vous invite à venir un jour à Roland-Garros si vous avez l'occasion et surtout durant cette Opening Week, les tickets sont beaucoup moins chers, les cours sont nettement plus accessibles, donc c'est un bon plan quand on est fan de tennis et qu'on a envie de voir un tournoi du Grand Chelem. Et bien vraiment la Opening Week de Roland-Garros, je vous la conseille vivement. Voilà, je vous laisse à vos occupations. Merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie et à demain. Ciao.